Wolfgang Amadeus Mozart nous réunit aussi sûrement, mais nous réunit aujourd'hui. Wolfgang Amadeus Mozart, c'est un pseudonyme. Il ne s'appelait pas comme ça, le fils de Léopold. Il s'appelait Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. Theophilus, c'est mon Dieu, c'est Gottlieb en allemand, c'est Amédée en France, et c'est Amadeus. Alors il avait pris ce surnom, Amadeus, mais ça n'est pas son nom, c'est un pseudonyme. Je m'exprimerai ce soir en 3 parties. La première, ce sera consacré à quelques mots de Søren Kierkegaard, ce philosophe danois. Ensuite, nous étudierons la technique du partimento. C'était une technique de composition instantanée. Nous pouvons réaliser ça ensemble. Mozart, le petit Mozart, a travaillé avec le partimento, Haydn aussi. Et puis, troisièmement, nous ferons l'étude détaillée de 20 mesures composées sur un coin de table par le dit Mozart, et cette étude sera enrichie luxueusement, parce qu'elle sera, une mélodie sera chantée par Marie-Noël Martin et accompagnée par Christophe Andrivet. C'est pas rien, mesdames et messieurs. Christophe Andrivet, vous le connaissez, il s'est déjà manifesté lors de nos réunions. Christophe Andrivet est marié. Je le dis. Sa femme se nomme Madame Andrivet. Et Madame Andrivet a une maman qui s'appelle Madame Blic, qui est là. Et c'est aujourd'hui l'anniversaire de Madame Blic, qui doit avoir 107 ans. Alors, bon anniversaire. Søren Kierkegaard, il est né en 1813, il est danois. Il est mort le 11 novembre 1855, c'est sûrement pour ça qu'on fête le 11 novembre. Kirche en danois, c'est l'église Kirche en allemand. Kirch, c'est l'église, les gares, c'est la ferme. Il s'appelait ferme de l'église. Alors si vous consultez Google, on vous dit que Kierkegaard était un théologien, qu'il a lutté contre la philosophie de Hegel, qu'il est le précurseur, le créateur presque de l'existentialisme. C'est pas engageant. C'est pas engageant. C'est sûr, c'est sûr. Et en plus, on ne sait pas du tout ce que pensait Kierkegaard. Parce que il écrit la plupart du temps sous des pseudonymes. Par exemple, Victor Eremita, l'ermite victorieux qui a écrit Entenel, Johannes de Silencio, Constantin Constantius, Vigilius Aufniensis, Frater Taciturnius, Nicolaus Notabene, Hilarius le relieur, Johannes Climacus et Anticlimacus qui écrit la maladie et la mort qu'on appelle le traité du désespoir, qui commence par cette belle formule que le moi est un rapport qui se rapporte à lui-même. Vous y réfléchirez, moi j'ai mis du temps, j'avais 20 ans quand je lisais ça. Le moi est un rapport qui se rapporte à lui-même. Je me souviens très bien de l'instant où j'ai fini par comprendre ça. J'ai travaillé à Luzern, en Suisse, et c'était au bord du lac. Un matin, il y avait du soleil, et j'ai compris cette phrase admirable. Le moi est un rapport qui se rapporte à lui-même. La semaine prochaine, on fera une interrogation. Alors, il écrit sous des pseudonymes sans arrêt. Quelquefois, il signe de son nom. Il a écrit un petit livre intitulé « Miettes philosophiques ». Chez Gallimard, ça s'appelle « Rien philosophique ». C'est un petit livre qui fait 100 pages, 120 pages. Et puis après ce petit livre, « Miettes philosophiques », il a écrit un post-scriptum qui
fait plus de 400 pages. Un vrai post-scriptum. Je suis attaché à ce livre-là parce que je le lisais quand je faisais mon service militaire au Hussard à Orléans. Voilà. J'étais le seul. Hein. Et même mon adjudant ne connaissait pas ce. Et alors, dans ce post-scriptum aux miettes philosophiques, il a fait un post-scriptum du post-scriptum, où il écrit, et là il signe Kierkegaard, « J'ai écrit sous des pseudonymes. Il n'y a pas dans mes livres pseudonymes un seul mot qui soit de moi-même. » Alors, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Il a écrit sous son nom, en particulier des discours édifiants qu'on édite sous le nom discours chrétien. Ils sont signés Kierkegaard. C'est donc lui qui parle, théoriquement, mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'il écrit à son ami, un de ses seuls amis, Émile Beuzen, il écrit en 1941 à Beuzen, « On peut duper les gens autant qu'on veut. Je le sais d'expérience. Et à cet égard, je suis pour ma part d'une audace sans limite. » Alors, qui sait ce qu'a pensé un seul jour Søren Kierkegaard? Je ne sais pas. Sa pensée demeure un mystère, comme la rupture de ses fiançailles avec Régine. Elle s'appelait Régine Olsen, elle s'est mariée ensuite avec un monsieur Schlegel, qui n'est pas le poète. Et il était fou amoureux de Régine, et puis il lui a rendu son anneau de fiançailles. On ne sait pas pourquoi, j'ai tout lu Kierkegaard, sa correspondance en détail, c'est incompréhensible, comme sa philosophie. C'était un grand génie, Søren Kierkegaard, un génie poétique. Je vous ai déjà cité ça la dernière fois. Il écrit en pastichant César, l'empereur César, il écrit « Je suis venu, j'ai vu, elle a vaincu ». C'est rien que ces trois mots, c'est quelque chose. C'était un homme très fidèle à l'humour et à l'ironie, même, paraît-il, à l'ironie méchante. Dans sa famille, on l'avait surnommé Søren Fourchette, parce qu'il piquait sans arrêt ses. À l'école, c'était différent, on l'appelait Søren Chaussette, parce que, paraît-il, ses pantalons étaient trop courts, et puis aussi son père avait fait fortune dans les textiles. Ou bien, qu'on appelle aussi l'alternative, c'est Enten Eller. Dans ou bien, il commence dans les Diapsalmata du début, c'est-à-dire dans Diapsalmata, on peut traduire par interlude. C'était les fragments qu'on mettait entre les psaumes dans la traduction grecque des psaumes de David. Dans les Diapsalmata, il cite tout d'abord dans le premier paragraphe Phalaris, c'est le premier discours de Lucien Samosat. Lucien Samosat, c'est un type formidable. Il est mort malheureusement en 192 après Jésus-Christ. C'est un philosophe extraordinaire qui combat tout le monde, sauf Épicure, peut-être qu'il admet, mais c'est un grand humoriste. Lisez Lucien Samosat, c'est un grand penseur. Alors il cite Lucien Samosat, et puis deux pages plus loin, il cite Jonathan Swift, qui fut aussi un grand humoriste, Swift. Et il cite cette idée qu'avait eu Swift de créer un hospice pour incurables. Et Swift, dans son texte, donne le plan de cet hospice pour incurables, et puis il en imagine en détail le financement même. Alors, quels sont les incurables pour Swift? Il y en a de deux sortes. D'abord, les emmerdeuses. C'est souvent incurable. Et deuxièmement, les imbéciles. Voilà ce que proposait Swift. Et voilà l'allusion que fait Kierkegaard au début de son livre Enten Eller. Swift il a écrit, vous savez, les aventures de Gulliver. Il a fait un beau discours aussi, très très intéressant, pour tenter d'éradiquer la misère à Londres au début du XVIIIe siècle.
comment faire pour éradiquer la misère qui était terrible à Londres, et bien il propose que les riches mangent les enfants des pauvres. En leur donnant une petite pièce, comme ça les pauvres seraient contents, et puis ils n'auraient pas à se soucier de donner à leurs enfants. Alors évidemment, les enfants des pauvres ne sont pas en très bonne santé, il faut les engraisser pendant 6 mois, et ensuite c'est très bien. Voilà le genre d'humour de Jonathan Swift. Manger les enfants des pauvres, on m'a dit que ce serait une des propositions du grand débat national. Ça n'est pas certain, ça n'est pas certain. On l'a dit. Alors, ou bien Anton Heller, j'ai tellement aimé ce livre que je le fais relier en peau de mouton. Ma bibliothèque n'est pas végane. J'ai adoré ce livre. Je vous ai expliqué comment il avait été écrit. Ce livre, donc ce n'est pas de Kierkegaard, c'est de M. Victor Eremita, l'ermite victorieux. Et ce Victor Eremita avait un secrétaire. Et il était persuadé que dans ce secrétaire, il y avait, comme dans tous nos secrétaires Louis-Philippe, il y avait un tiroir secret. Mais impossible de trouver ce tiroir secret. Alors il a essayé par tous les moyens, puis à la fin il a pris une hache et il a détruit entièrement son secrétaire. Et en effet, il y avait un tiroir secret qui contenait des liasses de documents, les papiers écrits par M. A, c'est comme ça qu'il l'avait désigné, et les papiers écrits par M. B. M. A, c'est ce que Kierkegaard appelle le stade esthétique. M. B critique, M. A, c'est le stade éthique. Et puis, plus tard, Kierkegaard parlera d'un troisième stade qui est le stade religieux. Alors, dans les papiers de M. A, on trouve un chapitre intitulé « Les étapes érotiques spontanées ». Dans la Pléiade, je ne vous ai pas apporté la Pléiade. Dans la Pléiade, on a réédité l'année dernière 2 volumes de Kierkegaard. Dans la Pléiade, ça s'appelle « Les stades immédiats de l'éros ». J'ai lu cet après-midi un article sur cette publication de la Pléiade, et le titre de l'article, c'est « Kierkegaard dans la Pléiade, un beau gâchis ». C'est mon avis aussi, oui, c'est pas formidable. La Pléiade, il y aurait à faire, un autre sujet. Alors, voilà ce que dit M. A. Ce que dit M. A. Je veux vous citer quelques phrases. Mon âme, saisie par la musique de Mozart, s'est inclinée devant elle avec admiration et humilité. Immortel Mozart, toi à qui je suis redevable de tout. Alors, on ne sait pas si c'est Kierkegaard qui parle, hein, c'est M. A, retrouvé par M. Victor Eremita. Immortel Mozart, toi à qui je suis redevable de tout. Ça n'est pas rien. C'est les étapes érotiques spontanées, ça fait 80 pages, mais je vous lis que quelques phrases. Si jamais Mozart me devenait tout à fait compréhensible, il me deviendrait en même temps et seulement alors parfaitement incompréhensible. Ça, c'est tout à fait Kierkegaardien. Alors, 3 étapes érotiques spontanées. La première étape érotique spontanée, c'est dans Les Noces de Figaro, Chérubin. Vous vous souvenez de cet air sublime de Chérubin. La sensualité s'éveille, pas jusqu'au mouvement, mais jusqu'à la quiétude tranquille, pas jusqu'à la joie et au plaisir, mais jusqu'à la mélancolie profonde. Le désir, Chérubin, ne s'est pas encore éveillé, il est sombrement soupçonné. L'objet du désir se trouve toujours dans le désir. C'est très joli. Le désir présent dans cette étape seulement comme un pressentiment de lui-même, et pour cela sans mouvement, sans inquiétude, mais doucement bercé par une inexplicable émotion intérieure. Réécoutez les airs de Chérubin, vous verrez à quel point tout ceci est judicieux. La deuxième étape, c'est dans la flûte enchantée, c'est Papageno. Papageno qui veut absolument une femme. Il veut absolument
phrases qui m'ont fait sursauter la première fois que j'ai lu tout ça. Il ne serait pas sans intérêt d'examiner l'opéra entier, la flûte enchantée, pour montrer que son sujet a été, en tant que sujet d'opéra, profondément manqué. Et il a raison. Qu'est-ce que c'est que la flûte enchantée? Du musst ein Mensch sein, tu dois devenir un homme, Tamino. Quand on sort de la flûte enchantée, on ne chante pas un air de Tamino, on chante Pamina ou bien Papageno. Le sujet n'est pas musical. Tamino n'est pas le personnage musical de la flûte enchantée, c'est Papageno dit Kierkegaard. Souvenons-nous que le désir est présent aux trois étapes. On peut dire qu'il est caractérisé à la première comme un désir rêvant, à la seconde comme cherchant. Oui, Papageno, il cherche par tous les moyens à avoir une femme et de quoi manger. Et puis la troisième, on la verra tout de suite, comme un désir désirant. C'est vrai que dans la flûte enchantée, il n'y a pas de duo, il n'y a pas de duo d'amour entre Tamino et Pamina. Il y a des duos entre Pamina et Papageno, tout ça est bien entendu par Kierkegaard. Comme personnage dramatique, Tamino est au-delà de la musique et somme toute, le développement d'esprit que la pièce veut achever est aussi une idée entièrement anti-musicale. Tamino, justement, est arrivé au point où la musique cesse d'exister et son jeu de flûte n'est donc que perte de temps. Il a un talent, ce qui est plus grave. L'erreur de la flûte enchantée est que toute la pièce tende vers la conscience et que sa vraie tendance soit donc d'annuler la musique. Ce dernier dessin ne ressort même pas clairement. L'amour déterminé par l'éthique ou amour conjugal est posé comme but du développement. Et c'est là le vice radical de l'œuvre, car que cet amour conjugal, du point de vue clérical ou temporel, soit ce qu'il veut, qu'il y a une chose sûre, c'est qu'il n'est pas musical et qu'il est même absolument anti-musical. Mesdames et messieurs, vous réfléchirez. Le vice radical de l'œuvre. J'ai pris ces trois mots pour écrire une petite pièce de théâtre que je jouais à mon ami Jean-Claude Maton, un bon acteur qui est mort maintenant. La troisième étape, c'est Don Giovanni. La troisième étape, c'est Don Giovanni. Je vous dis quelques mots. Don Giovanni est, si j'ose m'exprimer ainsi, l'incarnation de la chair. Il a des formules sur Don Giovanni, dit-il, dans tout l'opéra, c'est un soleil central. Don Giovanni, dans sa précipitation, se dépasse lui-même, toujours plus vite, de plus en plus irrésistible. Écoutez les désirs effrénés de la passion, écoutez le murmure de l'amour, le chuchotement de la tentation, écoutez le tourbillon de la séduction, écoutez le silence de l'instant, écoutez Don Juan de Mozart. Il y a un joli syntagme, écoutez le silence de l'instant, et l'instant compte pour beaucoup dans l'œuvre qui est monumentale de Kierkegaard. Sur l'instant, j'avais beaucoup travaillé il y a un peu plus de 50 ans. Il y a deux livres qui m'ont marqué et que je relis souvent un petit peu avec plaisir. C'est deux livres de Gaston Bachelard, La dialectique de la durée et puis L'intuition de l'instant, qui sont, je crois, assez inspirés par beaucoup de choses de Kierkegaard. Un dernier paragraphe, c'est le paragraphe qui termine les étapes érotiques spontanées. À présent, s'il exposait que voilà est juste, je reviendrai une fois encore à mon thème favori, qui est que parmi toutes les œuvres classiques, le Don Giovanni de Mozart doit être placé au plus haut point. Et je me réjouirai encore une fois du bonheur de Mozart, bonheur enviable en vérité, aussi bien en soi que parce qu'il rend heureux tous ceux qui le comprennent, même s'il ne ce n'est qu'à demi.
Moi, du moins, je me sens indescriptiblement heureux d'avoir compris Mozart, bien que ce ne soit que de loin, et d'avoir deviné son bonheur. Ceux qui l'ont compris profondément, combien davantage ne doivent-ils pas être heureux avec, majuscule, l'heureux. Voilà, c'est un texte dont vous l'avez compris, dont je vous recommande la lecture. Ça peut se trouver dans des collections de poches, c'est pas forcément relié en mouton. Alors, Kierkegaard, c'est vraiment un type formidable, formidable. Alors, on va écouter cette mélodie à 18h40. Je n'ai pris qu'une minute de retard. Je vais vous parler du partimento. Le petit Mozart, il a travaillé. D'abord, il n'a pas travaillé. Il a essayé tout seul, et puis il avait un bon sens musical, le petit Mozart. C'est clair. Et puis il a travaillé quand même avec le traité de Fuchs dans sa maison natale, dans la Getraille, les gars, à Salzbourg. Il y a beaucoup de choses exposées sur son petit violon, et puis beaucoup de ses compositions enfantines, et il y a tous ces exercices de contrepoint qu'il a fait à 6-7 ans. J'ai pris le temps, j'ai souvent vécu à Salzbourg, j'ai pris le temps de tous les lire, c'est impeccable, c'est impeccable, il faisait du contrepoint très rigoureux. Et puis il a travaillé, comme tout le monde, avec le partimento. Le partimento, on appelait partimento des petites formules qu'on enseignait aux élèves musiciens pour qu'ils puissent composer leur musique facilement. Par exemple, j'ai inventé un thème de fugue. J'ai mis les entre en bas parce que je voulais écrire à chaque partie, c'est pas une faute. C'est important de mettre les entre au bon endroit. J'ai donc composé un thème de fugue qui est. Pardon, madame André, je fais des réflexions. Oui, il y en a peut-être de mieux, mais il y en a de pire aussi. Bon, je rajoute mon thème de fugue. Si on est calmé de ce côté-là. Eh bien, on enseignait que si on avait ces trois notes qui montaient, forcément, en do majeur, on écrivait do, si, do, et puis même, on commençait un peu plus tard, do, si, do, mais le si, do, si, do, le si, on ne jouait pas tout de suite. On le retardait. Avec do, ré, mi, il y a forcément do, si, do. C'était un contre-sujet, si on veut. Alors voilà, forcément, quand un gamin inventait do, ré, mi, il y avait une deuxième mélodie qui était do, si, do. Haydn, Bach, comment ils font quand ils ont do, ré, mi à la basse, et bien, il y a une autre partie qui fait mi, ré, do. Voilà. C'est pas très compliqué la musique. Voilà, do, ré, mi, donc l'autre partie fait mi, ré, do. Alors les gamins connaissaient tout ça par cœur. Do, mi, do, mi, do, ré, il manquait un sol. Alors sol. Sol, fa, mi, voilà, c'était une formule, on apprenait ça par cœur, et on savait qu'à chaque fois qu'on retrouvait quelque chose comme ça, les quatre parties étaient réalisées facilement. Ça, on appelait ça la partie même. Alors, ce que j'ai écrit en haut, c'est un menuet. Beaucoup des œuvres, des petits menuets de Mozart au début et certaines œuvres de Haydn sont fondées sur ce schéma qu'on proposait. Alors, on a déjà parlé des carrures, do, ré, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à partir de 1725, on écrit jusqu'à la mort de Bartók, la plupart du temps, avec des ensembles de 4 mesures, on appelle ça des carrures.
mais je vous en ai déjà parlé. C'était pas le cas avant 1725, on écrivait beaucoup de musique avec des ensembles de 3 mesures ou 6 mesures, et puis tout d'un coup il y a eu une révolution, c'est le cas de le dire, on écrit Do, Ré, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est encore vrai chez Debussy, chez Fauré, avec de nombreuses exceptions. Alors, Do, c'est en Do majeur, Do majeur. Do, Ré, Ré, ça c'est le milieu, voilà. On parlera d'analyse tout à l'heure. Quand on fait l'analyse d'une œuvre, il faut chercher où est le début, où est la fin, et puis trouver ce que Messiaen appelait génialement le milieu. Alors, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol. Ah oui, quand on est en Do majeur, quand on est en Do majeur, il y a un degré qui domine. Un degré qui domine, c'est la dominante, comme son nom l'indique. C'est le 5e degré, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On va aller vers le degré qui domine, vers la dominante. Il paraît qu'on a joué Faust il n'y a pas longtemps à Orléans. Eh bien, Faust, ça commence comme ça, en fa mineur. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça commence en fa mineur. Et puis, le dernier accord, triste et ressuscité. On va de fa mineur, de la tonique jusqu'à la dominante. Et avec Gounod, ça prend 4 heures. C'est beaucoup plus rapide, on va la tonique, on va la dominante. Et puis de la dominante, on va aller à la tonique. Alors, Do, ben on sait qu'au début, on commence par le premier degré, Do, Mi, Sol, Do. J'écris aussi les ampes vers le bas, parce que peut-être que j'écrirai une 3e partie. Do, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol. Oh, oui, La, Sol, Fa, Sol. Ça, c'est du Sol majeur, oui, on est dans la tonalité de la dominante. Alors, la cadence parfaite de chez les baroques, c'est dominante, tonique. Et à partir de la fin du XVIIIe siècle, on aime, les baroques, ils mettent le 2e degré, dominant. Et à partir du milieu du XVIIIe siècle, on aime ajouter un accord de sixte quart, c'est-à-dire au lieu de un accord qui appuie. Alors quand on avait ça, la, sol, fa, sol, ben, c'est forcément do, ré, ré, sol. Voilà, on mettait la cadence finale, do, ré, ré, sol. Alors, do, ré, ré, mi, et bien ça, c'est une formule musicale que j'enseignais à mes élèves, alors ça s'appelle la réponse du berger à la bergère. Je leur disais toujours qu'il ne fallait pas dire ça comme ça aux examens. Voilà, ça c'est la bergère, le berger, la réponse du berger à la bergère. Et bien, on faisait do, ré, ré, mi, do, sol. On va chanter sol, do. C'est la dominante. Et puis mi, fa, sol. Alors, on va mettre un accord de triton. Mi, do, si, do, ré, ré, sol. Do, ré, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol. Les dames chantent ça. Do, ré, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol.
chantent le haut et les hommes chantent le bas. 1, 2, 3. Et c'était pas mal, c'était pas mal. Alors maintenant, les non-pratiquants, puisqu'ils ont dans l'oreille, ils peuvent participer. On commence, c'est un peu levé, on va faire un peu plus vite. 1, 2, 3. Do, on apprenait ça par cœur, et si vous avez ces partitions chez vous, regardez les premiers menuets de petit Mozart, qui même adolescent, encore il écrit des choses exactement comme ça. Alors après, Fa, Mi, Ré, Do, c'était une cadence, là on va revenir en do majeur, donc Fa, Sol, Sol, Do, la même chose que La, Fa, Sol, Mi. Alors ça c'était très joli, on aimait ça. On appelait ça la fonte, c'est-à-dire la fontaine. C'est une fontaine. Et c'est une fontaine parce que ce petit motif, on appelle ça une marche harmonique, ce petit motif, et il peut continuer sans arrêt. Si vous voulez écrire du Julien Jouvet, vous faites et voilà. Et ça s'appelle la fonte et la fontaine, oui, forcément. Alors, Bach, on l'utilise sans arrêt, il va le dire aussi. On est à la dominante du second degré. Sol, mi, do, ré, sol, fa, mi, fa, sol, sol, do. Do, ré, si, do, fa, mi, fa, sol, sol, do. La, fa, sol, mi, ré, sol, fa, mi, do. Les dames sont la, fa, do, ré. 1, 2, 3. Do. Ce système-là, une fois que les gamins avaient appris ça, on pouvait écrire tout ce qu'on voulait. Do, mi, mi, do, ré, si, sol. Ré, fa, fa, ré. Mi, do. Mi, ré, mi, fa. Mi, ré, mi, fa, sol. Ré. Ré, do, si, la, sol. Ça n'a... J'ai do, mi, do, ré, si, sol, ré, fa, fa, ré, mi, do, mi, ré, mi, fa, sol, ré, ré, do, si, la, sol. Moi je chante les hauts, et les hommes sont do, sol, mais en blanche, hein, à deux temps. Do, 1, et do, mi, do, ré, si, sol, ré, fa, fa, ré, mi, do, mi, ré, mi, fa, sol, ré, ré, do, si, la, sol. Ça fonctionne bien, donc on pouvait écrire des tonnes de musique comme ça, ce que je fais. Et je connais ça depuis assez peu de temps. Je travaille en Belgique, j'ai un très bon collègue qui s'appelle Jean-Marie Metz. Et il m'a mis le nez dans ces choses-là il y a peu d'années, et j'en suis très content. Alors nous allons, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écouter et puis bien regarder une mélodie de Mozart. En voici le... Il a écrit ça sur un coin de table, hein, vraiment comme ça. Ça c'est le facsimilé. C'est son écriture, recto et verso. Il a fait une petite rature ici, à la fin il a rajouté une mesure. C'était chez ses amis Jacquin.
Monsieur Jacquin, le père, était professeur de biologie à l'université de Vienne, et Gottlieb, pas Gottlieb, comment il s'appelait? Oui, si, Gottlieb von Jacquin, c'était un grand ami de Mozart, qui était aussi un grand ami de sa sœur, Franziska. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Mozart a écrit pour les Jacquin, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec les cordes bassées, 3 cordes bassées, des chœurs et voix. Ils étaient très souvent ensemble. Un jour, ils jouaient au boule. Ils jouaient au boule avec les Jacquin. Kegelstadt. Et ils jouaient au boule, donc chacun à son tour. Et puis Mozart avait une feuille et il écrivait comme ça. Et il allait jouer à son tour, puis il revenait, il écrivait. C'est comme ça qu'il a écrit le trio pour clarinette, alto et piano qu'on appelle le Kegelstadt trio, le trio des filles. C'était avec les Jacquin. Alors ça, il a écrit le 26 mai, donc sur un coin de table, le 26 mai 1787. En mai 1787, il écrit le quintet en sol mineur, qui est une œuvre sublime, et puis en octobre, il crée à Prague Don Giovanni. C'est une œuvre magnifique que je vous propose de l'écouter maintenant, et puis nous en parlerons en détail ensuite. Merci beaucoup. Monsieur Andrivet, veux-tu rester au piano? Voilà, ça c'est la partition. Il y en a peut-être un pour chacun. C'est Julien Joubert. Les gens. Alors, c'est une musique sublime, vraiment. Ah ben, j'ai une partition là. Qu'est-ce qu'on fait pour analyser une œuvre? Il faut trouver le début et la fin. Peux-tu jouer la première mesure? Et c'est encore faux, ça. Hein? Do, et sol, il va de la tonique à la dominante et beaucoup plus rapidement. On joue la première mesure. Et on joue maintenant la dernière mesure du piano. C'est exactement la même chose, enfin c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a commencé en ouvrant tonique vers la dominante et à la fin, tu nous rejoues la dernière mesure. Depuis la dominante vers la tonique. Alors, dans mon plan d'analyse, je mettrai bien la première mesure
et la dernière à part. C'est-à-dire, voilà, la première mesure, je la mets au début, je la mets à part, et puis la dernière à part. Et puis donc, d'après moi, cette musique commence à la mesure 2. Sol, mi, ré, do, si, si, do, ré, do. Et on parlera du texte à la fin, on va regarder que la musique. Tu veux bien nous jouer la deuxième mesure, pendant 2 mesures? Tu chantes, hein? Oui, je chante. Ces 2 mesures-là, je pense que ça fait un tout. Parce que tu veux bien jouer la mesure 3, ah ben tiens, ça va être plus pratique, là, il y a les numéros de mesure. Simplement le troisième et le quatrième temps. Voilà, mais plus joliment. Voilà, il y a une espèce de balancement sur le 4e degré, la dominante du dessous. Et puis, la mesure 4, eh bien, la mesure 4, il se passe quelque chose. Joue-nous que les accords de la mesure 2. Alors, arpégiant. Do, ré, mi. Et joue que la basse de la mesure 4 et 5. Ceux qui ne savent pas lire la musique, vous lisez les numéros, c'est bien aussi. La mesure 2, c'est Do, Mi, Sol, Do, Ré, Ré, Fa, Si, Mi, Do, Sol, Do. Et la mesure 4, c'est Do, Mi, Sol, Do, Ré, Fa, Si, Ré, Mi, Sol, Do, Mi. La mesure 4 recommence la même chose qu'à la mesure 2. Il nous joue la mesure 2 et 3, je pense que la mesure 2 et 3, avec ce balancement sur le 4e degré, ça forme un tout. Deux mesures qui sont là ensemble, les mesures 2 et 3. Mesure 4, tu veux nous jouer pendant 3 mesures, les mesures 4, 5, 6. Alors là, on appelle ça un waku, c'est une cadence, vous savez, cadence. Cado, calice, caléré, kékili, kassoum, tombé, se terminer. Une cadence, c'est une respiration. Là, on respire vraiment à la mesure 6. On joue encore les mesures 4, 5, 6. C'est volontaire. Et maintenant, voilà, 3 mesures. Là, je pense que 4, 5, 6, vous l'avez entendu, il y a 3 mesures qui vont vraiment bien ensemble. Et puis, jouons maintenant de la mesure 7 jusqu'au premier temps de la mesure 12. En sol mineur. Tout ça, c'était, vous avez entendu, la main gauche, c'était une colonie. Les mesures 7, 8, 9, 10, 11, c'est jusqu'à la cadence parfaite en sol mineur. Ces 5 mesures-là, et le fond, c'est quand même étonnamment écrit pour un truc de quadrillage. Très étonnant. Alors ensuite, c'est un tourbillon incroyable à partir de la mesure 12. Et jouons 3 mesures, la mesure 12, 13, 14. Ah, certains disent on s'arrête là. Moi je pense qu'on ne s'arrête pas parce que ce qui suit au piano, il y a à la fin
fin de la mesure 14, sol, la bémol, il n'y a que Weber qui écrit des choses pareilles. Sol, la. Il me semble que ça continue. Rejouons de la mesure 12 jusqu'à la cadence parfaite de la mesure 19. Jusque-là, la dernière mesure, il s'arrêtait sur le... Alors, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, c'est 8 mesures, je pense que ces 8 mesures vont vraiment bien ensemble. Et si vous voulez respirer, moi je ne suis pas d'accord, mais si vous voulez respirer à la fin de la mesure 14, ça fait 3 plus 5. Hein. 1, 2, 3, 5, 8, vous l'avez reconnu, c'est mon dada, c'est la série de Fibonacci. C'est moins de la musique qu'un théorème de Mozart, c'est quand même hallucinant. C'est vraiment sur un coin de table. Et ensuite, il en a fait cadeau à son ami Jacquin. Il lui en a fait cadeau de ça parce que Jacquin a été le porté à sa fiancée. Et ça a été édité sous le nom de Gottfried von Jacquin. Et Mozart était d'accord. Voilà. Allez, tiens, j'en ferai une autre. C'est ahurissant, on est peu de choses, hein. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi. Alors oui, cette construction est absolument ébouriffante. Alors il y a des motifs. Le premier, c'est au début Do, Mi, Sol, Do. Voilà. Do, Mi, Sol, Do. Et bien d'ailleurs, Do, Mi, Sol, Do, regardez le premier accord de la mesure 2. C'est la même chose. C'est la même chose. Arpégier. Do, Mi, Sol, Do, il dit bien qu'il ne faut pas jouer les notes ensemble, mais arpéger. Encore un peu plus arpégé. Voilà. Do, Mi, Sol, Do, oui. Et puis Do, Mi, Sol, Do, je le retrouve dans la première mesure au troisième temps. Sol, Si, La, Sol, mais il a fait une concrétion, comme disait César, le sculpteur. Au lieu de Sol, Si, La, Sol, Sol. Voilà. Tu le joues la concrétion, Sol, Sol, le troisième temps de la première mesure. Il faut suivre. Oui. Non, il a l'habitude, et puis nous avons l'habitude de travailler ensemble. Tu n'es pas fâché tout de suite. Alors, on trouve ça, c'est un motif Do, Mi, Sol, Do. Encore la première mesure. On dirait Schwarzenegger un peu. Do, Mi, Sol, Do, c'est moi que là. Et puis la mesure 2, c'est encore la même chose. Do, Mi, Sol, Do. Do, Mi, Sol, Do, et puis la mesure 4, veux-tu jouer la mesure 4 à la basse, simplement? Et encore. Et encore. Ah, et puis la basse de la mesure 7, 8, 9. Ce motif apparaît, puis il disparaît un peu, et il réapparaît à la mesure 20, mais piano, il n'a pas l'air bien. Pourquoi la dernière mesure, piano, ça. Do, Mi, Sol, Do, puis La, Sol. Le motif ne va pas bien. Il s'est passé quelque chose. C'est qu'en fait, dans la première mesure, il y a deux motifs. Il y a le motif Do, Mi, Sol, Do, Sol, Sol, et puis l'autre motif, c'est cet accord, La bémol, Do, Fa dièse. Je joue simplement La bémol, Do, Fa dièse. C'est écrit là. Voilà. La bémol, Do, Fa dièse, c'est un accord de sixte augmenté. Je vous en avais parlé, je ne sais plus quand, mais ici, de cet accord-là. Et c'est un accord qui se résout La bémol, Do, Fa.
mélodiquement fa, sol, la, sol, do, si, c'est un accord très explicite. Alors il y a deux motifs. Il y a do, mi, sol, do, c'est moi que là, et puis la bémol, do, fa dièse. Et puis la bémol, do, fa dièse, on va le retrouver, par exemple, à la mesure 5, tu jouer la blanche, la, do, sol, do. La, do, sol, do, c'est un la, do, mi, sol, c'est l'accord de septième, pas du tout. Le sol, c'est un retard du fa. C'est-à-dire que dans la mesure 6, on va avoir mi, ré, la bémol, do, fa dièse. Tu nous joues la blanche et puis la suite. Voilà, encore la bémol, do, fa dièse. Et puis, à la mesure 11, il y a une sixte napolitaine. Si, la, mi, sol, fa, sol, la, fa, sol. Encore ce rapport, la bémol, fa dièse. Et puis, tout à l'heure, je voulais signaler à la fin de la mesure 14. Sol, la, sol, fa, la bémol, fa dièse. Donc là, on l'applique harmoniquement, la bémol, fa dièse, et quelquefois mélodiquement. Tu veux bien nous jouer sol, la, sol, fa. Et ensuite, la suite qui est transposée. Ça, c'est sublime. Pardon, je prends juste. Alors, c'est quoi ça? C'est la dominante et la tonique, la mesure 15. Et ça, je sais faire, ouais. C'est vraiment pas compliqué comme musique. Le problème, c'est qu'il fait. Ça, je sais pas comment on fait ça. Alors, cette partition-là, je l'ai à la maison. Je la lis comme ça, des fois je la lis à l'envers, des fois je la laisse dans le noir, et j'y vais la nuit, j'ouvre, ah, j'ai jamais compris pourquoi c'est du Mozart et pas du Joubert. C'est absolument incroyable. La bémol, pardon, la bémol fa dièse, et puis j'en étais à la mesure 15, à la mesure 16, ré, bémol, do aussi, c'est le même intervalle. À la mesure 17, tu veux jouer la mesure 17, il y a une carte qui est très étrange, je vous l'ai déjà dit, Descartes, qui a écrit le Compendium Musicae quand il était jeune, il écrit « La carte est le plus misérable des intervalles ». Et Descartes, ici, vous connaissez, en carte. Alors là, une carte qui est très bizarre, la ré. Et puis jusqu'à la fin de la mesure, et en s'arrêtant. Voilà, et à la fin de la mesure, qu'est-ce qu'on a? La bémol, do, fa dièse. Le ré bémol est un retard, on a encore la bémol, do, fa dièse. Et puis à la fin, regardez ce qui se passe. Au début, on avait do, mi, sol, do, la bémol, do, fa dièse, sol, sol. Et à la fin, on a do, mi, on commence par la bémol, do, fa dièse, et puis sol, do, mi, sol, cet accord qui est bien malheureux, bien mal en point. Et puis la cadence fait do, mi, fa, sol. Alors, il y a une lutte entre deux motifs très différents. Do, mi, sol, do, c'est là, puis la bémol, do, fa dièse. La bémol, do, fa dièse, qui est d'une empreinte, d'une grande mélancolie, d'une grande tristesse. Alors, regardons avec le texte si cette analyse de la lutte entre un motif héroïque, do, mi, sol, do, et puis un motif plaintif est justifié. Erzeugt von heißer Fantasie, et vous qui êtes né de la fantaisie la plus chaude, c'est Louise qui a ces lettres. Als Louise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte, lorsque Louise brûla les lettres de son amant infidèle. Elle a les lettres dans la main, elle est dans la cheminée. Erzeugt von heißer Fantasie, elle parle aux lettres, vous qui êtes né dans la plus chaude fantaisie, in einer schwärmerischen Stunde zur Welt gebracht. Vous qui êtes venu au monde dans des heures tellement chaudes, Toristoldo, geht zu Gründe, vous qui êtes né de la chaleur, retournez à votre origine, Gründe, geht zu Gründe, retournez à votre origine, je vous jette dans le feu. Vous, ihr Kinder der Mélancolie, vous qui êtes
les enfants de la mélancolie. Mais la mélancolie en allemand, c'est autre chose que la mélancolie en français, c'est plutôt l'angoisse. C'est plutôt l'angoisse. Et aussitôt, c'est de la musique figurative, comme du Monteverdi. Et tu veux nous jouer les flammes, là, tu veux jouer. Que la main droite, que la main droite. Et regardez les flammes de deux. Les flammes avec la volonté de marcher notre truc, Louise. Danket Flammen, le mot flamme, à la fin de la mesure 7, vous, les lettres, remerciez les flammes d'exister. Ich gebe euch nun den Flammen, vous qui êtes nés de la flamme, je vous redonne aujourd'hui à la flamme. Und all die schwärmerischen Lieder, et tous aussi, tous ces chants tellement chauds. Denn sang nicht mir allein, il ne chante plus seulement pour moi. Do, mi sol do, les paroles, c'est le salaud. Ça, je suis sûr, hein, c'est pas marqué, mais et alors, c'est le moment où elle jette à ce moment-là, mesure 12, elle jette les lettres au feu, et écoutez cette partie de piano pendant 3 mesures, la 12, 13 et puis le début de 14. Ihr brennet nun und bald, ihr Lieben, ist keine Spur mehr hier. Allez brûler maintenant, et maintenant de l'amour, il n'y aura plus maintenant que de la poussière. Tu veux rejouer cette montée extraordinaire, c'est d'un romantisme extraordinaire. Cette montée tellement romantique, c'est fait avec quelques accords. À la mesure 12, il y a un accord pour une noire, sol, si, le deuxième temps, c'est une noire, un accord de dominant. Ensuite, c'est une blanche, sol, do, mi, la. Et puis la mesure suivante, sol, ré, fa, si, sur une blanche. Et puis la quartique sur une noire, l'accord dominant sur une noire. C'est-à-dire que cette grande envolée tellement romantique, c'est noir, noir, blanche, blanche, noir, noir, ça, je ne sais pas comment on fait, Et puis sol, la, sol, fa, fa, mi, re, hélas, der Mann, c'est mesure 16, der Mann, der euch geschrieben, l'homme qui vous a écrite, Brent, langue, il y a une seule note longue pour le chant, c'est le ré bémol de la mesure 17, sur le mot langue, longtemps. L'homme qui vous a écrit brûlera longtemps, noch encore, vielleicht, peut-être, in mir. L'homme brennt, langue, il va brûler encore longtemps, peut-être, en moi. Il y a la plus belle note que je connaisse dans la musique, c'est à la fin de la mesure 18. Il y a un ré. La dernière proche de la mesure 18, à la base, il y a un fa. Et puis, à la main droite, il y a do, ré, la. Voilà, je devrais jouer ça pendant. J'aurais mis ça, parce que je fais au plus rapide, hein, j'aurais pas mis de ré. Si j'aurais pu faire swinguer, j'aurais mis le ré tout de suite. C'est bien aussi. Et Mozart, il fait. C'est la plus belle note que je connaisse de l'histoire de la musique. Il y a une tendresse dans ce ré-là, merci beaucoup, absolument incroyable. Et puis à la fin, c'est d'abord do, mi, la bémol de première, sol. Alors, il y a sûrement bien d'autres choses, comme l'aurait dit Kierkegaard, à comprendre dans cette musique sublime, sublime, vraiment. Et
ce n'est pas 20 mesures, c'est pas 20 mesures sur les malheurs de Louise. On s'en fout pas mal, hein, elle est morte depuis longtemps. Puis s'il fallait qu'on soit ému à chaque fois qu'une femme trompée, on pleure. Madame Andrivet a tenu. C'est pas 20 mesures sur les malheurs de Louise, c'est 20 mesures sur la condition humaine. Ça, c'est pas de Louise que ça parle de moi, de vous, c'est-à-dire que moi je me reconnais bien dans le buisson de l'autre, c'est bien, le buisson de l'autre, en fait. Je voulais pas vous le dire, mais je suis plutôt la bémol do Fabienne. Alors je vous propose d'écouter à nouveau cette sublime œuvre de Mozart. Ah mais là, la caméra ne vous prend pas. Si. Ah si, ah bon. Ah bon. Merci beaucoup, bravo. Merci. Et puis, c'est ainsi prévu. Je recommencerai à venir ici la semaine prochaine. C'est un peu bizarre comme on va. Et la semaine prochaine, pour les 3 ou 4 qui seront là, avec eux, on parlera de la misère du 19e siècle, de la misère des ouvriers, de la misère des paysans, de certains musiciens qui ont cherché à combattre cette musique, certains musiciens comme Franz Liszt, et certains philosophes comme Lamennais, et puis on parlera du père Dupanloup, Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans. J'ai déjà cité, je crois bien, cette page de Dupanloup qui parle de l'enseignement de la musique. C'était un type formidable. Alors on verra comment au XIXe siècle, on a pensé que l'éducation musicale et que la musique pouvait aider à combattre la misère. Voilà le programme de la semaine prochaine. Et puis après, ça sera fini.